En manchette, cette semaine à Infocam, 2 fois plus tôt qu'une, nous aborderons le sujet des parcs éoliens. En premier lieu, le préfet de la MRC, M. Sylvain Roy, nous parle des orientations actuelles de la MRC dans ce dossier. En novembre 2021, j'ai été élu comme préfet en ayant fait campagne sur l'éolien principalement. Et le collectif citoyen Tourne pas chez nous nous parle de la vision et l'orientation qu'ils aimeraient voir prendre dans ce dossier. Ça m'a marqué, en fait, le nombre de personnes qui nous ont remerciés, en fait, de faire cette initiative-là. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. Tel que dit tantôt, nous allons parler uniquement de parcs éoliens cette semaine, une émission spéciale qui est en fait une orchestration qui ne dépend pas du tout de moi, ni même de la TVCK. La vie a fait en sorte que, voilà, on parle d'éoliennes. En premier lieu, en fait, nous avons la suite de l'entrevue qui avait débuté la semaine dernière avec le préfet de la MRC, M. Sylvain Roy. Dans ce segment de l'entrevue, le préfet de la MRC de Kamouraska nous parle des orientations de la MRC dans ce dossier et il nous parle également du parcours de la législation qu'il y a autour des éoliennes. C'est une fois de plus une partie d'entrevue très intéressante. Parlant de suite, là, je nous amène un peu ailleurs, M. Oui, Roy. oui. J'aurais envie qu'on regarde ensemble tandis qu'on est assis, oui. Quand même confortable. Oui, très bien, mon J'aurais Dieu. envie qu'on regarde un peu au niveau de la MRC. Certains, il y a des projets qui sont sur la table, voir c'est où, quelles sont les priorités, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ouais. J'en ai sorti quelques-uns. Oui. Un autre projet que j'avais en tête que j'aimerais qu'on voit où est-ce que la MRC en est, c'est les projets éoliens. Oui. Où sont vos priorités là-dedans? Absolument. Ben, vous savez que en novembre 2021, j'ai été élu comme préfet en ayant fait campagne sur l'éolien principalement. C'était mon axe de prédilection. Ouais. Je suis venu à la préfecture pour voir les projets éoliens naître. Je vous dirais que j'ai été un peu chanceux parce que j'avais pas prévu qu'on en aurait 6 dans toute l'Alliance. Ouais. Parce qu'au Kamouraska, il y a le projet PPAW1 qu'on appelle, qui, lui, va être principalement au Kamouraska, dans le TNO Picard. Et moi, ça me fascine. Je suis extrêmement heureux de ça. Je l'avais souhaité. J'en avais parlé pendant 60 jours dans ma campagne électorale. Et la population m'a élu. Donc, je présume qu'elle est favorablement pour l'énergie éolienne, comme énergie de l'avenir. Là, on a 6 projets en ce moment. On en a eu 4 avec les appels d'offres 2021 d'Hydro-Québec. On vient d'en accueillir 2 nouveaux. PPAW2, qui est du côté sud de la 185. Est, pardon. Alors que PPAW2, le nôtre, est plus vers l'ouest de la 185, de la 85. Et à part de ça, il y a un projet dans la vallée Matapédia, il y a 2 projets dans le secteur Montmagny-Lillet, et il y en a un dans la vallée Matapédia, je l'ai dit, dans Madawaska, au niveau du Témiscouata et de Rivière-du-Loup aussi, ça les touche, et un à Saint-Damas dans la vallée, j'en oublie un, mais on en a 6, donc, mais tous sous le couvert de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Ça veut dire que c'est 50-50. Il n'y a pas un promoteur qui peut arriver dans le territoire ici de l'Alliance et de dire « je développe un projet éolien sans l'Alliance ». Impossible. Impossible. Donc, on est investisseur. On ne sort pas d'argent, mais on prend un risque. On est 206 municipalités dans l'Alliance. C'est une municipalité sur 5 au Québec. On est, je le dis malheureusement, la seule région aussi organisée en développement d'énergie renouvelable. Ouais. Heureusement pour nous, mais malheureusement. Heureusement pour nous, puis on voit les conséquences ailleurs. Il y a des déchirements énormes dans d'autres régions. Il y a des régions qui refusent des projets éoliens parce que la communauté est déchirée. Ce qui ne peut pas arriver ici
parce que l'énergie qui sera vendue à Hydro-Québec et achetée par Hydro-Québec pendant 30 ans va profiter à toute la communauté, tous les citoyens de l'Alliance. Donc, 206 municipalités, 16 MRC, des Îles-de-la-Madeleine jusqu'à Montmagny. Donc, c'est un projet extraordinaire. Là, pour l'instant, on est dans l'éolien, mais notre charte nous permet de développer au niveau de l'énergie renouvelable aussi. On pourrait aller dans du stockage avec une batterie, on pourrait aller dans l'énergie solaire, mais je rassure tout le monde, on n'est pas dans le gaz, on n'est pas dans les énergies fossiles. C'est pas là que la communauté veut aller, on le sait très bien. Donc, ça va bien. Les projets prennent naissance lentement. Le déboisement devrait commencer, sinon à la fin de l'été, au début de l'automne, au niveau du TNE Picard. Puis j'aimerais rappeler que le Kamouraska se démarque à ce chapitre parce qu'en 2006, on avait adopté un règlement de contrôle intérimaire 143 qui déterminait où seraient les éoliennes dans le futur si on en avait. Et tout était exclu au niveau du littoral. Les seules éoliennes qu'il y aura au Kamouraska seront dans les deux TNO, TNO Picard et TNO Petite-Rivière-Sainte-Anne, ou dans le secteur du lac de l'Est, mais pas autour du lac, évidemment, dans un secteur très bien déterminé. Et on a même le Conseil régional de l'environnement qui est avec nous au niveau des aires protégées, des corridors aussi. Donc, c'est des projets qui se développent magnifiquement bien. Les appels d'offres 2021 devraient nous apporter les premiers profits et premières redevances en 2027, dès le début 2027. On doit livrer les 4 premiers projets au 31 décembre 2026. Donc, on pourra prévoir à nos budgets municipaux des revenus éoliens à partir de 2027, autres que ceux qu'on a déjà. On en a déjà quand même un peu avec les projets Roncevaux au Témiscouata et pas Vigier de Nonville, il est à Rivière-du-Loup, uniquement celui-là, Nicolas Rio, dans le secteur des Basques. Donc, c'est des projets qui appartiennent à l'Alliance aussi, plus les Îles-de-la-Madeleine, à Gros-Île et Dune du Nord. On a quelques éoliennes, c'est pas énorme au niveau des îles, mais c'est les projets qu'on a actuellement et qui nous rapportent, nous, au Kamouraska, 900 000 $ par année. C'est quand même exceptionnel. Puis, ça fait des beaux chèques à donner à nos municipalités pour faire ce qu'ils en veulent. C'est à eux. C'est à eux. Fait que ça va bien. Les 2 nouveaux projets de l'appel d'offres 2023 qu'on vient de recevoir, eux vont être livrables pour 2029. À moins que je me trompe, mais il me semble que c'est 2029. Donc, ça nous donne un petit peu de lousse entre les 2 appels d'offres, les 6 projets, les 4 et les 2 derniers. Et c'est pas mauvais parce que c'est complexe de construire des projets éoliens parce que ça peut demander jusqu'à 300 personnes, 300 travailleurs pendant 2 ans, 2 ans et demi. Il faut loger ces gens-là. Il faut les faire manger. Donc, ça va être des retombées économiques extraordinaires. On est aussi en train, sur un des comités éoliens, de maximiser les retombées. Donc, on est en train de produire un petit bottin de toutes les entreprises qui peuvent faire affaire avec l'entrepreneur général qui sera nommé, choisi. Et donc, on invite tous ceux. Je sais pas, moi, j'ai quelques personnes qui m'ont contacté, un qui faisait du déboisement forestier. Avec une machine, j'ai communiqué ses coordonnées à notre comité de maximisation et il y aura l'opportunité de se faire valoir puis de vendre sa candidature auprès de l'entrepreneur général. Puis, je vous dirais que c'est écrit dans le ciel. On privilégie les nôtres, évidemment. Puis, j'oubliais la Première Nation, Wallachtokwe, qui est avec nous aussi. C'est un autre gain énorme de notre alliance parce que au niveau de la régie du Bas-Saint-Laurent et la régie de la Gaspésie, on a des communautés autochtones qui viennent bonifier notre acceptabilité sociale. Donc, on ne peut pas demander mieux et Hydro-Québec le considère dans l'acceptation des projets. Donc, c'est vraiment de beaux projets. On va les voir monter tranquillement. Ça s'en vient, mais c'est des projets extrêmement sérieux. Ceux qui voudraient douter des projets, je les invite à venir aux consultations publiques, des portes ouvertes, qui montrent tout le cheminement. La science est là-dedans dès le départ. On doit se faire accepter par le ministère de l'Environnement. Puis,
Tout est considéré, les lacs, s'il y a des lacs, évidemment, c'est un territoire non organisé. Il y a des lacs, des rivières, la nidification, les oiseaux et tout ça, tout est considéré. Il n'y a rien qui est mis au hasard, absolument. C'est heureux que ce soit comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Les premiers projets éoliens, que vous pourriez me nommer Captcha, et on n'en verra plus de ça. Je vous rassure, on ne verra plus de ça. OK. Ouais. Mais ça fait une belle attraction touristique. Ah oui, absolument. Moi, je trouve ça tellement beau. C'est le fun quand on passe à côté, tu vois. Ben oui. Puis c'est de l'énergie propre, fait que renouvelable. Puis quelqu'un qui pourrait me dire, oui, mais après 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Ben, on change l'éolienne, puis on en met un autre. L'infrastructure est déjà là. On n'a pas à rebâtir tout, là. Donc, puis, l'utilisation on étudie aussi les multi-usages. Parce que des territoires comme le TNO Picard, il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, il y a des résidents là, temporaires parfois. Donc, il faut quand même considérer ça. Des sentiers de motoneige, de VTT, on réunit tout ce monde-là autour d'une table. Il y a un comité de liaison qui s'en occupe et toutes les opinions sont prises en compte. Et c'est comme ça qu'on bâtit un projet qui fait l'unanimité, on le souhaite, mais la plus grande adhésion possible. Super. Notons que l'entrevue avec M. Roy se poursuivra la semaine prochaine, cette fois-ci, elle abordera une panoplie de sujets, plus en bref cette fois. Poursuivons maintenant avec la deuxième entrevue de cette semaine qui est avec deux membres du collectif Tourne pas chez nous, soit Arnaud Marchand et Yann Marlon Tanguay. Ce collectif est en désaccord avec les projets éoliens et laissons-leur la parole pour nous expliquer pourquoi. On est dans un bel environnement, messieurs. On est au cœur du territoire non organisé Picard, où il y a présentement planification de projets d'éoliennes. Vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle Tourne pas chez nous. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? J'aimerais l'entendre de votre bouche. Le groupe est issu et a été constitué à partir d'un constat qu'on a fait là, suite à la parution d'un avis public, puis aussi l'invitation à des journées de portes ouvertes organisé par le promoteur, en fait, le promoteur privé Invenergy. En creusant un peu plus, on s'est rendu compte que, en fait, l'accès à l'information concernant ces projets-là était assez difficile à trouver. Puis on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait jamais eu, à ce jour-là, de consultation publique en bonne et due forme. Fait que c'est à partir de là que le groupe Tourne pas chez nous, c'est créé. Grosso modo, c'est beaucoup ça. C'est un groupe de citoyens, citoyennes qui se sentent concernés par les enjeux avec l'environnement, puis qui souhaitons en fait amener une réflexion plus large, plus populaire, puis amener plus de transparence. Puis, dans le fond, vous, comme collectif, vous êtes tous des bénévoles, là, puis vous avez organisé, si ma mémoire est bonne, 2, bientôt 3 séances d'information pour la population. Je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui est ressorti comme le feedback, si on peut dire, que vous avez reçu de la part des gens qui se sont présentés à vos séances d'information? Ce qui en ressort, là, c'est que les gens ont envie de prendre part à la vie démocratique. Puis évidemment, les gens viennent aussi pour des raisons de l'ordre de l'environnement, etc. Mais vraiment, je dirais que le nœud, c'est que en général, dans nos communautés, on n'a pas beaucoup l'occasion de se rencontrer pour prendre part à la politique. Il y a une part de débat, mais il y a aussi beaucoup de collaboration dans les discussions. Fait que, par exemple, les gens se posent des questions sur le démantèlement des éoliennes, sur justement le processus démocratique qui devrait être mis en place puis qui est pas mis en place actuellement. Les gens se demandent c'est quoi au juste l'Alliance de l'énergie de l'Est, quelles sont les retombées réelles qu'il va y avoir pour ces projets-là. Puis il y a aussi énormément de personnes qui se sentent concernées de manière plus large par rapport à la transition énergétique, le plan de transition énergétique du gouvernement du Québec, les cibles de carboneutralité du gouvernement fédéral, puis qui ont envie de réfléchir à des alternatives. Pour ce que j'ai pu en observer, les trucs qui ressortent, il y a une des premières, les éoliennes, c'est laid. Mais un peu plus sérieusement, la gratitude.
Ça m'a marqué, en fait, le nombre de personnes qui nous ont remerciés, en fait, de faire cette initiative-là, d'amener cette information-là au grand jour, finalement, parce que c'est comme si le processus décisionnel entourant les éoliennes était, oui, public, mais quand même plus dans l'ombre. Disons, dans la pensée populaire, l'éolienne, c'est une énergie verte. J'aimerais savoir, vous, votre opinion là-dessus, selon vos recherches. Est-ce que c'est une énergie verte? Je commencerai par dire que, par reconnaître que, disons, l'énergie éolienne est moins sale que les hydrocarbures, le pétrole issu, par exemple, des sables bitumineux, les énergies fossiles de manière générale. On peut penser aussi au charbon, versus des forages pétroliers. Bien, la pollution est nettement moindre. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de pollution atmosphérique, c'est-à-dire via les gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a d'autres formes de pollution qui ont déjà été identifiées. Par exemple, pollution visuelle et sonore seraient les plus courantes. On peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, on définit nos cibles, on définit une énergie renouvelable en la qualifiant de verte ou de propre ou d'écologique, par contraste avec le pétrole qui est extrêmement polluant. Mais donc, on est constamment en train de se comparer au pire. En ce sens-là, les éoliennes sont moins pires. Mais par contre, je pense que, je dirais, non, les éoliennes, l'énergie éolienne n'est pas une énergie verte. De toute façon, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est un mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces, notamment par les gouvernants. Mais donc, on peut penser au fait que les éoliennes, tout simplement, c'est de la matière. Ça vient de la terre, ces ressources-là. Donc, il y a énormément d'acier, de cuivre, bref, toutes sortes de métaux qui sont recyclables pour la plupart, mais il en demeure pas moins que la prolifération des éoliennes à l'échelle du Québec va nécessiter un accroissement de l'extraction de minerais. Donc, nécessairement, il y a des mines qui vont devoir ouvrir ou réouvrir. Des mines à ciel ouvert, généralement. Il y a aussi des enjeux de transport puis d'accessibilité au niveau de l'international. On sait que le principal possesseur de terres rares, c'est la Chine qui possède, si je ne me trompe pas, 80% de tout le stock mondial de terres rares. Qui possède aussi le néodyme qui sert pour faire les aimants des aérogénérateurs. Puis, ben, c'est ça, ça amène la question de, bon, il y a une relation à l'international qui a besoin d'être stable et de fonctionner pour que les échanges soient possibles, mais il y a aussi tout le transport de ça qui, finalement, n'est pas particulièrement vert, là, je veux dire. J'aimerais revenir à un terme, disons, qui est utilisé depuis au moins les années 80, là, qui est celui du développement durable, qui peut être critiqué sous certains aspects, mais qui a le mérite, en tout cas, d'avoir une définition claire. Il y a la notion non seulement de protéger l'intégrité de l'environnement, puis de viser une efficacité économique, mais il y a aussi l'aspect social. L'aspect social est constamment tassé au profit de l'économie, puis supposément de l'écologie. Mais les gens sont en lien avec le territoire, comme je l'ai dit en introduction. Puis je pense entre autres aux communautés autochtones. Par exemple, dans le nord-ouest du Québec, dans l'Abitibi, la baie James, les personnes et les communautés en ont assez que leur territoire soit scrappé par l'industrie. Fait que c'est juste un autre élément de réponse que je voulais amener. Puis je pense que quand on parle d'énergie verte, on occulte, on a l'impression que c'est tout beau, tout joyeux, mais on occulte cette dimension-là sociale qui est plutôt noire, en fait, qui est plutôt sombre. Ça, j'ai préparé un petit quelque chose. En fait, c'est une corde d'une longueur de 68 pieds. Puis ça, en fait, c'est le diamètre du socle de béton qui soutient, en fait, dans certains cas, les éoliennes. Je dis dans certains cas parce que ça dépend du sol.
Mais c'est ça, c'est des structures massives en béton armé. Ça fait 68 pieds de diamètre par 11 pieds de profondeur. Puis c'est gigantesque, là. On a vu passer, on l'avait publié d'ailleurs sur la page de Tourne pas chez nous, là, mais ça peut aller jusqu'à 600 tonnes parfois là, de poids en béton et en armature de métal. Puis ben là, la dernière question que je me pose, c'est peut-être une autre question très vaste. je me dis, on a tous quand même besoin d'énergie. Vous, est-ce qu'il y a des alternatives, des idées peut-être qui sont encore très embryonnaires, peu importe, mais des idées qui existent qui pourraient nous permettre d'aller vers une genre d'énergie qui, comme dans vos termes, qui aurait un aspect social, qui aurait un respect de l'aspect social, puis en même temps qui serait vert, en gros guillemets, là, de ce que je comprends. Écologique. Écologique, oui. C'est une bonne question. C'est une grosse question. Oui. On tient juste à rappeler déjà qu'on n'est pas des scientifiques. On n'a pas de grand background de recherche, ce genre de choses-là. On est des citoyens, des citoyennes. Ce qu'on peut suggérer, à la limite, il faut le prendre avec un grain de sel, tu sais. Mais il y a des possibilités. Une d'entre elles, il y a, même si ça paraît pas très sexy, il y a la décroissance, qui a l'air d'un gros mot, mais concrètement, c'est de réfléchir à est-ce qu'on a sincèrement besoin de plus d'énergie? Parce que ça semble être mis sur la table comme une évidence, puis qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de remettre en question cette affirmation-là. Mais concrètement, quand on regarde en fait le plan d'action d'Hydro-Québec pour les 5 prochaines années, si je me souviens bien, c'est écrit noir sur blanc avec des beaux logos, avec des couleurs puis tout, mais comme 75% de cette énergie-là, en fait, est prévue pour les bassins à venir de véhicules électriques. Fait que, tu sais, est-ce que la décroissance signifie nécessairement une perte de qualité de vie? Pas nécessairement, mais ça signifie certainement de au moins ne pas chercher à encore augmenter notre qualité de vie avec de plus en plus de cossins électroniques. Je reprends un exemple qui me fait beaucoup rire de Aurore Stéphante, mais elle s'offusque en fait de certains gadgets, comme par exemple, maintenant, apparemment, qu'il y a des frigos qui peuvent te dire la quantité de bière que tu as dans ton frigo. T'sais. I mean, ouvre la porte. Mais sinon, des alternatives possibles. Il y a un document qui a été produit, ça remonte à un certain temps quand même déjà, 2015. Le projet s'appelle Québec Zen pour zéro émission nette. Puis en fait, c'est un document vraiment complet. C'est un 124 pages. Puis il propose des actions, somme toute, concrètes. J'ai pas terminé de le lire. J'ai appris l'existence de ça il y a pas longtemps. Mais ça regarde vraiment pratiquement tous les aspects à considérer pour vivre une transition énergétique, mais aussi une transition sociale. Les premiers points, comme tu en parlais, c'est vraiment le côté social, l'inclusivité, songer à toutes les communautés qui sont marginalisées, plus à risque, en fait. On parle là-dedans, en fait, de la vulnérabilité plus grande des femmes, des personnes autochtones, des personnes handicapées. Là, sur une autre note complètement, je finirais peut-être pour les alternatives en disant que t'sais, nous, ce qui nous tient à cœur comme personne puis comme groupe, je pense que c'est une vision du monde aussi. Il y a quelque chose d'un peu... Il y a une folie dans le fait de produire, de consommer toujours plus. Puis énergie fossile ou énergie renouvelable, dans tous les cas, ça dit quelque chose sur notre pulsion notre agitation comme société. T'sais. Fait que je pense qu'une des pistes alternatives, c'est justement de ramener de la communauté, de trouver du plaisir à être ensemble au lieu de se divertir à travers des choses qui sont extrêmement énergivores. Parce que l'énergie, la première énergie à laquelle on a accès, c'est la nôtre, comme mammifère, comme être humain. On oublie aussi que le principal stockeur naturel de gaz carbonique, c'est le sol. Puis 30% de l'activité, c'est l'agriculture, en fait, pour nous nourrir. Si ça se trouve, modifier nos comportements au niveau de l'agriculture, parce que présentement, c'est monnaie courante de retourner le sol à chaque année, de
constamment redétruire ce réseau de mycorhizes, de bactéries, de ce réseau souterrain-là qui a en fait justement ce pouvoir-là de stocker du carbone. On est constamment en train de le défaire puis de le détruire pour une culture qui utilise énormément de pesticides, d'insecticides et de tous ces cides-là qui finalement détruisent la biodiversité. Tu sais. Si ça se trouve, repenser l'agriculture sur une façon plus proche de la régénération, plus proche de la permaculture, ça va impliquer son lot de défis parce que pour ce que j'en comprends, je ne suis pas dans ce milieu-là, mais pour ce que j'en comprends, le faire à large échelle, c'est complexe, mais je pense qu'il y a une piste de solution là aussi. Super. Ben, Arnaud Marchand, Yann Marlon Tanguay, vous êtes membre du collectif Tourne pas chez nous. Merci d'avoir partagé vos points de vue, votre philosophie, vos recherches. Je vous souhaite une belle journée. Merci à toi. C'est ce qui complète notre émission spéciale éolienne pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.